un espace où l'on s'autorise à parler de la santé et de l'invisible. Vous entendrez donc des chercheurs, des professionnels de santé, des thérapeutes qui ont tous vécu des phénomènes étranges tels que les sorties de corps, la clairaudience, les prémonitions, les contacts avec les défunts, les montées de Kundalini, etc., etc. Bienvenue dans Expérienceur, un podcast éclairant où l'on aborde les phénomènes paranormaux pour réunir la science, la santé et la spiritualité. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui avec nous Christine Coup, qui a vécu des expériences insolites suite à un grave accident de voiture qui va la plonger pendant plus de 5 années dans une amnésie profonde. Et pourtant, c'est durant cet espace-temps où son cerveau était inconscient qu'elle va vivre des phénomènes de connexion avec l'au-delà. Christine est aussi présidente fondatrice de l'association Clairvoyance et Bien-être qui, depuis 2010, organise des conférences sur l'invisible et, en 2016 et 2024, a organisé 2 congrès internationaux intitulés « Au-delà des expériences de mort imminente, communication avec l'au-delà ». Bonjour Christine. Bonjour Audrey, merci de me recevoir. Merci à vous. Avant de commencer à entrer dans le vif de votre parcours, pourriez-vous nous dire qui était Christine avant cet accident ? Eh bien, en fait, j'étais professeure de mathématiques. Mais j'étais surtout aussi, en pleine mutation. J'avais envie de changer d'emploi, de passer de professeur à chef d'établissement. Et c'était en cours. Ça devait se faire. Mais apparemment, il n'en a pas été. C'était pas du tout ce qui était prévu, en fait, pour moi. Donc, en fait, il y a eu un accident qui a arrêté ça, justement. Et je voulais prendre des responsabilités. Mais avec cette association, si l'on réfléchit bien, j'ai pris des responsabilités, mais pas dans le même domaine. Tout à fait. Vous aviez déjà une ouverture spirituelle ou pas du tout ? J'étais catholique, j'ai fait ma communion. Et il faut reconnaître en réfléchissant bien, à l'âge de 12 ans, j'ai fait donc ma communion solennelle. Et je me souviens très, très bien que je trouvais complètement inadapté le fait que les gens fassent un repas. Moi, j'étais vraiment dans une communion avec le Seigneur et je m'en souviens très bien. Et à l'époque, on m'aurait demandé d'être religieuse, je l'aurais été. J'étais vraiment en adéquation totale avec ce qui se passait. Je voyais mes amis, mes parents, et cetera faire la fête, comme il se doit, on va dire. Mais moi, je ne participais pas à cette fête. J'étais dans une autre dimension. Et j'en ai pris conscience qu'après mon accident, en fait, quelque part. Et ensuite, pendant mes études, j'ai fait la catéchèse des petits. Enfin, disons que j'étais quand même, on va dire, dans une démarche spirituelle, proche, en aidant aussi, beaucoup en aidant. Qu'est-ce qu'on vous a raconté de cet accident, votre entourage ? Alors naturellement, j'ai pu les vérifier avec les papiers après, quand j'ai repris conscience. Heu, donc ce que l'on m'en a raconté, c'est 5 ans après, quand j'ai recouvré, on va dire, un fonctionnement cérébral qu'on va qualifier de presque normal, puisqu'en fait, c'était pas vraiment normal, puisque je repartais dans cet état d'amnésie très régulièrement, puisque j'étais très, très fatiguée, une fatigue cérébrale, hein. Et donc ce que l'on m'en a raconté, ben, un choc frontal, une voiture qui est venue, face à nous, donc moi je ne la vois pas. Enfin, du moins je n'en ai pas le souvenir. J'ai dû la voir, mais je n'en ai pas le souvenir. Et mon mari par contre a tout vu, hein, il s'en souvient très bien. Il a dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là?» Voilà, donc la voiture s'est retournée et elle se retrouvait avec les pneus, ben, en l'air
et c'est pourquoi justement, moi, j'ai cette image et heureusement qu'on me l'a dit parce qu'en fait, l'image que j'ai, heu, je me trouve donc dans un tunnel tout en haut. Je ne me vois pas du tout bouger dans le tunnel, hein. Je suis tout en haut dans le tunnel et qu'est-ce que je vois? Une voiture, style, les petites voitures majorettes, je ne sais pas si ça vous parle? Avec les pneus, qui étaient vraiment des pneus quoi, en fait, hein, heu et je vois ça, une voiture, mais retournée. Donc en fait, c'est ce que l'on appelle une sortie de corps. J'étais hors de mon corps. Je voyais pas mon corps, hein, je voyais qu'une voiture, mais elle était extrêmement petite, hein. J'étais tout à fait, j'étais presque au bout du tunnel quoi, en fait, hein. J'avais la lumière qui était dans mon dos, mais je la voyais en face, 360°. Voilà. J'étais dans ce tunnel et dans ce tunnel, qu'est-ce que je vois sur ma gauche? Le tunnel est fait de briques un petit peu grises, enfin c'est ce que je vois du moins. Donc je regarde face à la voiture, tout en bas, toute petite, avec, une énorme lumière chaude et accueillante qui est dans mon dos, parce que je ne la re enfin, je ne suis pas tournée vers elle, mais je la vois comme si j'étais en face et comment ensuite, sur ma gauche, heu, sortent de ce tunnel, de ce mur, c'est un mur, des bras et des bras qui veulent m'attraper. Il y a des bras qui veulent m'attraper et moi je ne le veux pas et je ne bouge pas, je ne suis pas en mouvement dans ce tunnel. Je suis en fait immobile dans le tunnel. Mais je fais tout pour qu'on ne m'attrape pas, donc je rentre le ventre comme si, je devenais invisible quoi, en fait, quelque part. Alors, ce que l'on m'a raconté, c'est qu'effectivement, j'ai été désincarcérée de la voiture. Donc était-ce la mémoire, comment? Des pompiers qui m'ont sortie? J'ai du mal à voir ça parce que c'était sur ma gauche. Enfin, je peux difficilement l'expliquer quoi, en fait, hein et donc ou était-ce d'autres bras? Est-ce qu'on voulait me retenir pour pas que je passe de l'autre côté? Voilà, ça c'est et je pense que c'était effectivement juste après l'accident ça. Ça ne peut être qu'à ce moment-là. Pour mon mari, il m'a dit que j'étais morte, puisqu'il a été secouriste, donc lui est resté conscient, et pour lui, j'étais morte. Combien de temps? J'ignore. Après la durée des secours et cetera, j'en sais rien. Je n'ai aucune notion. Ces phénomènes, on va dire, on va aborder ces phénomènes un peu étranges Oui, que vous avez vécus oui, hein, pendant cet oui, oui. espace-temps-là. Vous m'avez parlé, euh, quand on s'est contacté par téléphone, de préconition, de réception d'informations par clairaudience, par une sorte de guidance aussi. Est-ce que vous pouvez Je parlais de voilà, tout en aborder un petit fait. peu tout ça? J'ai l'impression d'avoir été à une école d'initiation. Alors, initiation ou plutôt, pour autre chose, je pense. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, je suis allée à la sécurité sociale, par exemple. Enfin, mon mari m'a emmenée à la sécurité sociale. Là, je vous retrace ça d'une manière comme si je le voyais, hein, mais c'est pas le cas. Tout ce que je sais, c'est que nous avons pris nécessairement l'autobus. On n'avait plus de voiture, hein, donc on a pris l'autobus. Chance, il y avait des autobus. Heu Je monte dans l'autobus, je vois que je rentre dans un autobus et qu'est-ce que je vois? Une femme qui est habillée tout en blanc, tout en blanc. Elle est en train de lire un livre, elle est debout et quand je rentre, elle ferme son livre, elle me regarde et elle me fait un sourire, mais comme vous pouvez même pas imaginer. C'est un sourire d'amour quoi, en fait, hein et donc je sais pas où je me trouve dans l'autobus, hein, je sais pas et heu elle va sortir. Avant de sortir, elle vient vers moi et elle m'embrasse et elle sort. Je ne l'ai jamais revue cette femme, d'accord? Bon ça c'est qui était-ce?
question, était tout en blanc. Une autre fois, encore dans l'autobus, parce qu'on a dû le prendre souvent. Encore une fois, c'est mon mari qui m'emmenait, hein. Je ne le prenais pas toute seule. Eh bien, donc je me vois assise avec une femme qui est en face de moi. Nous ne nous connaissons absolument pas. Je voyais tout ce qui se passait en elle, j'entendais toutes ses pensées. Ah, c'était incroyable. Et elle n'était pas gentille. C'est tout ce que je peux dire. Mais j'entendais, je voyais, et pourtant, elle n'était sans doute pas désagréable, elle ne me parlait pas. Voilà, donc c'est encore une aventure d'autobus, mais quand même, c'est quand même assez interpellant. Ensuite, ah oui, ce que j'appelle des tentatives, on nommerait ça, médicalement des tentatives de suicide. Heu, Nous sommes donc en appartement, nous habitons au deuxième étage et je me vois sur le balcon et je suis épuisée, mais vraiment dans une fatigue extrême, et ce que je veux, c'est me reposer, et en bas, il y a de l'herbe. On se repose dans l'herbe, on s'allonge dans l'herbe. Donc j'ai une jambe qui passe par-dessus la rambarde, parce que je vais aller me reposer, et au moment où je vais pour passer l'autre jambe, je suis arrêtée par mon chausson, parce qu'il est mal mis dans mon pied, donc c'est pas joli quoi, c'est pas élégant, et donc je suis revenue après, je sais pas comment, après je sais pas, il y avait peut-être quelqu'un, j'en sais rien. Donc c'est ce qu'on appellerait une tentative de suicide pour, un quidam. Mais c'était pas mon intention, je sais même pas ce que c'est que se suicider, enfin bref, ça ne viendrait même pas à l'idée. Est-ce que c'est finalement l'interprétation qu'on a pu donner à ce geste Oui, qui bien sûr était que c'est une finalement interprétation. Oui, inconscient? tout L'interprétation des professionnels, tout en à fait. fait. Mm, Encore mm, une autre, tentative de suicide, je vais mm, vous en parler. Donc là, je me trouvais mm. donc en Normandie, dans une petite maison de campagne, chez mes parents, et maman m'avait offert un canevas. Vous savez ce que c'est qu'un canevas? Ça représentait un orchestre de jazz. Pourquoi j'avais été arrêtée par ce canevas? C'est maman qui me l'avait offert parce que je m'étais arrêtée, m'a-t-elle expliqué après, je m'étais arrêtée devant un magasin, j'étais restée bouche bée devant le canevas, bah, parce que mon fils faisait du saxo. Il était en école, au conservatoire, et il faisait du saxo. Donc ça a dû me plaire quoi, en fait, et elle est rentrée, elle me l'a acheté et cetera, et mon papa avait fait un cadre. Là, je vous explique tout ça comme si j'étais consciente, mais non, hein, mais il avait fait un cadre pour que je puisse le tenir dans mes mains. Ça, j'ai un souvenir. J'étais en train, donc j'avais ce canevas dans les mains et j'étais en train d'essayer de mettre l'aiguille dans un trou. Là aussi, je peux vous dire que c'est cornélien, mettre l'aiguille dans un trou. Je sais pas si j'ai dû y arriver puisque le canevas est fini, hein. Mais je me vois jamais faire le canevas, ça c'est clair. Mais le canevas, il est fini, donc je l'ai fait. Alors j'étais en train de faire ce canevas et une idée me traverse l'esprit. Je vais aller voir l'effet que cela fait d'aller sous les roues d'un camion. Cette pensée, pourquoi? Parce que nous étions sur une petite communale, quoi, en fait, la maison, il y avait une communale, et pas très loin, un peu plus loin, il y avait une nationale où il y avait beaucoup de passages de camions. Et mon idée était, je vais aller voir l'effet que cela fait d'aller sous les roues d'un camion. Donc, avec cette pensée, j'ai posé mon canevas, je suis sortie de la maison, je suis sortie sur la route communale et j'ai pris la direction de la nationale. Là, je vous explique que je ne me vois pas le faire, mais je sais que j'y étais. Il paraît donc, là j'en ai pas de souvenir, mais mon fils m'a vu partir
Il s'est mis à crier. Mon père, paraît-il, a couru derrière moi et il m'a attrapée. Mais moi, j'étais avec cette idée, je vais aller sous les roues d'un camion pour voir l'effet que cela fait. Et il m'a attrapée par l'arrière, quoi, en fait, hein, violemment, pour m'arrêter parce que j'avais de la force. Et ça, je m'en souviens, je le sens. Je le sens au moment où il m'attrape, je le sens. Donc, il me ramène nécessairement et maman est en face de moi et elle me dit: «Tu es une vilaine», comme si on grondait une petite fille. Et moi, je lui réponds: «Non, c'est pas moi la vilaine, c'est toi», comme une enfant. Et ça s'arrête là. Pas d'autres souvenirs de cet épisode, d'accord? Mais c'est quand même assez interpellant. C'est une seconde tentative de suicide quand vous racontez ça à un kidam. Mais je dis bien qu'il n'y avait pas d'envie de suicide. Il y avait l'envie d'aller sous les roues d'un camion pour voir l'effet que cela faisait. Donc effectivement, sur le plan psychiatrique, ça interpelle. Bien J'imagine. sûr, bien sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc Ouais. ça, c'est ces 2 tentatives-là, des choses-là. Ensuite, la médiumnité. Je suis dans la salle, mon papa est assis, comment? Sur une chaise, au niveau de la table et derrière, il y a un buffet, le buffet et au-dessus de la tête de mon papa, il y a une bulle de BD et dans la bulle de BD, ça bouge. Il y a du mouvement, il y a des couleurs. C'est magnifique les couleurs, elles sont magnifiques. On est dans un champ, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a des fleurs et il y a un petit chien qui se trouve être notre chien quand il était jeune, qui est en train de sauter, il est en train de rire. Voilà, pour moi, il rit. Pour moi, il rit. Et je dis à mon père: «Pourquoi est-ce que tu pleures? Si tu savais comme il est heureux». Donc le chien était décédé? Et ben, en fait, j'ai appris après, quand je me suis réveillée, qu'ils avaient fait euthanasier le chien parce qu'ils ne pouvaient pas l'emmener avec eux, il ne marchait plus, il ne voyait plus, et cetera. Enfin bref. Donc vous aviez une image qui se superposait derrière votre Non, papa, c'était pas. Oui, c'était. Non, au-dessus de sa tête, c'était une bulle de au-dessus de sa BD. Vous tête. voyez les bandes dessinées? Ouais, 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 ouais. Bon, Hmm. on voit souvent des bulles de BD qui sont faites, qui sont positionnées. Et ben lui, c'était au-dessus de sa tête, et puis avec l'orientation, bah, à son niveau, quoi, en fait, hein. D'accord? Donc ça le concernait. Mais moi, j'ai fait. En fait, j'ignorais que notre chien était décédé. Je l'ignorais complètement. Et je l'ai vu de l'autre côté. Hmm. Et vous l'avez Bah, je vu l'ai vu. en joie, en Ah, joie. il riait, il sautait, Hmm. il riait, il s'amusait. Et vous avez ressenti la tristesse de votre père. Mon père pleurait, il avait des larmes. Je suppose que je devais savoir, heu, j'explique bien, il y a pas de mental dans tout ce que je dis là. Bien sûr. Le mental, c'est parce que je l'explique maintenant, mais il n'y avait pas du tout de mental. En fait, l'image, c'est une bulle de BD, un champ avec une herbe d'un vert magnifique, hein, des arbres, mais c'était somptueux, hein, et ce petit chien qui saute, qui court, qui joue, qui s'amuse, et mon père pleure. Je vois les larmes de mon père. Et la phrase est: «Pourquoi tu pleures si tu savais comme il est heureux?» Il pleurait que mon chien était mort. Hmm. Donc vous aviez, voilà, des... Donc c'est de la médiumnité ça. D'autres fois, j'ai dit à mon mari, j'ai pris des photos, je lui dis et je parlais par rapport aux photos. Je lui disais: «Un tel est comme ceci, un tel est comme cela». Il a pu le vérifier. De la précognition, c'est-à-dire, je voyais des choses qui allaient se produire, mais en avance. Alors un détail, je dis à mon mari: «Oh, il va y avoir ici», je lui montre l'endroit, «il va y avoir des médicaments. Ils seront blancs, ils seront ronds, ils auront cette taille-là». Je lui ai précisé, hein, et je ne sais pas combien de temps après, là, j'ai pas la notion du temps, je sais que mes parents sont venus nous rendre visite.
on défait leurs affaires et j'arrive à l'endroit où j'en avais parlé et j'ai vu exactement et j'ai appelé mon mari qui était là ce jour-là et je lui ai dit: «Regarde, c'est ça!» Incroyable quand même. Moi-même, je dis: «Regarde, c'est ça, je voulais un témoin». Je lui avais dit Bah, bien et je sûr. voulais un témoin. Comment a réagi votre mari par rapport à toutes Je ces sais pas parce perceptions et vos parents? que par rapport à pardon? Par rapport à ces perceptions, comment ont réagi votre entourage, vos parents, votre mari? Est-ce qu'ils vous ont entendu? J'imagine que oui quand même, puisqu'il n'y a pas eu de conflit avec ça. Donc j'imagine que oui, mais je l'ignore, puisque pendant cette période-là, Eh oui, c'est il y ça. avait pas de relation. On discutait pas, même si on discutait, j'en ai pas de souvenir, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous avez organisé plusieurs congrès avec des grandes personnalités, hein, comme Raymond Moody, Nicole Dron, le philosophe Jean Stone, Philippe Bobola, enfin bref, qui est docteur en, en chimie physique, bref. Et comment vous est venue cette idée de conférence, de congrès Alors en fait, la démarche initiale déjà de l'association qui s'est imposée encore une fois, s'est mise en place toute seule. Moi, je n'étais qu'un instrument quoi, en fait, pour conduire ce projet. Parce que je pense que l'on m'a guidée, hein, c'est clair, hein. Il n'y avait pas de mental dans cette fabrication d'association que j'ignorais, que je ne connaissais pas. Et même tout a suivi parce qu'en fait, en 2013, donc l'association est née en 2010, mais en 2013, je suis allée voir, le congrès sur les NDE, sur les expériences de mort imminente de Sonia Barcala, à Marseille. Et lorsque je suis allée dans ce congrès, d'ailleurs, j'ai été heureuse d'entendre ce que les gens disaient, la façon dont c'était fait. Et je ressentais autour de moi l'enthousiasme des gens à entendre ça, à pouvoir partager ça, à pouvoir en discuter. Ils étaient heureux. Et je me suis dit: «Mais voilà, c'est exactement ce que tu dois faire, mais dans une démarche, un petit peu différente, c'est-à-dire au-delà des NDE, communication avec l'au-delà». Et c'est cette recherche, cette compréhension, j'essaie de comprendre en fait, en faisant des congrès, en faisant des j'ai eu fait des salons, mais c'est moins agréable pour moi. En faisant donc des congrès, en rencontrant différentes personnes de différents horizons justement, mais eux-mêmes, sachez qu'ils les ont vécus. Alors ils en parlent différemment. Ils en parlent avec leurs connaissances, avec leur approche et c'est enrichissant justement. Parce qu'on essaie de voir, que tout cela nous lie quand même, nous sommes tous liés. Mais nous avons tous une spécificité pour en parler. C'est une sorte de quête qui vous donne finalement, qui donne finalement du sens à ce que vous avez vécu. Oui, c'est une quête et je pense que, je cherche à savoir pour moi, cela va sans dire, hein, mais je cherche à partager ce que je sais et ça, c'est mon rôle Hmm, d'enseignante, si l'on réfléchit bien. hmm, Distribuer ce que l'on a acquis bien sûr, et bien sûr. D'avoir rencontré finalement tous ces scientifiques, ces philosophes, ces médiums, etc., quelle interprétation vous donnez à ces phénomènes? Quelle est votre interprétation à vous de finalement cet accident, cette amnésie et ces perceptions que vous avez eues? alors, l'explication que je donne, eh bien, c'est tout Mhm. simplement que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons absolument pas. Nous ne savons pas qui nous sommes. Est-ce que les médecins que vous avez rencontrés, les scientifiques, ont pu vous donner des explications par rapport à ce que vous avez vécu? Non. Bah, bien que, en fait, j'ai cette chance, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, celles qui se sont occupées de moi, qui m'ont soignée, heu, n'ont jamais, été dans la contradiction avec ce que je vivais. Franchement, j'ai eu cette chance certainement.
Lorsque je leur en parlais, moi, je sais qu'un jour, chez le médecin psychiatre, parce qu'en fait, mon mari m'avait emmenée chez un médecin psychiatre, par des relations, quoi, en fait. Encore une fois, c'est par des relations, hein, c'est pas, et et ce médecin psychiatre connaissait très bien certainement le phénomène dans la mesure où il avait 16 ans, il avait perdu ses parents dans un accident de voiture et sa sœur, elle, avait été amnésique complètement. C'est pour ça que je vous ai parlé d'amnésie. Moi, j'ai la chance de me souvenir de mon passé, mais il y a des gens qui ne se souviennent pas de leur passé et là, c'est une amnésie totale. Il faut qu'ils se construisent. Il ne faut pas qu'ils se reconstruisent, il faut qu'ils se construisent. Donc on va dire que et il était devenu psychiatre et on peut le comprendre. On peut comprendre pourquoi. Donc je sais que j'avais vu dans sa bibliothèque, le livre des morts, donc automatiquement, c'est normal, il était, on va dire attentif, hein, et je pense que j'ai eu cette chance de côtoyer cette personne, même si j'en ai pas de souvenir quoi, en fait, comment expliquer là? J'étais avec lui quand même, mais je n'ai pas vraiment de souvenir. Donc j'ai eu cette chance. Autrement, c'était en médecin généraliste, j'avais l'ami d'une autre collègue. Donc quelque part, c'était un relationnel différent aussi. Je ne sais pas si je lui en ai parlé, je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas si je lui en ai parlé. Heu, heu, donc enfin, j'ai rencontré des gens qui connaissaient les sujets quand même. Vous avez rencontré quand même Raymond Moody, ces gens, même Sonia Barcala, etc. Tous ces gens qui sont très au point avec les expériences de mort imminente. Est-ce qu'on vous a mis ce terme-là à un moment donné ou pas? Le terme de D'expérience de mort imminente? c'est moi qui l'ai trouvé quoi, en fait, en lisant les livres, en écoutant les gens et cetera, hein, mon mari m'ayant dit que j'étais morte, alors je ne sais pas si c'est une mort imminente ou si c'est une mort. Parce qu'on peut se poser la question: «Qu'est-ce que la mort?» Et aujourd'hui, on sait pertinemment que des gens peuvent se réveiller, Hmm. alors qu'ils ont même leur certificat de décès comme quoi ils sont morts. Oui, oui. Donc là, Il y a des c'est certain. témoignages comme ça, effectivement. Mmh. Mhm. Mhm. Donc mais ce terme expérience de mort imminente, bah, je pense que c'est au moment de la mort que ça se produit, je pense. Enfin, il y a une latence là-dedans. Mhm. Il y a une Oui, latence. c'est clair. Laquelle, je sais pas. C'est clair. En tout cas, dans votre récit, il y a quand même ce tunnel, il y a quand même la lumière, il y a quand même... voilà, donc il y a quelques brides qui amènent à penser à ça, Oui, effectivement. il y a Plus après, les ouvertures qu'on trouve souvent chez de nombreux expérienceurs de médiumnité, de perception extrasensorielle, de précognition. Enfin, c'est souvent des choses qui sont décrites par les expérienceurs. tout à fait et en fait, j'ai eu ça pendant 5 ans, si on réfléchit bien. C'est pendant ces 5 ans qu'il y a eu tous ces phénomènes-là. Mais même si je ne les ai plus maintenant, j'ai une très bonne intuition, ça c'est clair, hein. J'ai toujours été intuitive, mais peut-être que mon intuition est encore plus fine maintenant. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on me dit, qu'on entend des voix et cetera, moi je peux être assurée que c'est vrai. Après, quel type de voix recevez-vous? D'où viennent-elles? Qui sont-elles? Là sont les questions. Là sont les questions. Heu, j'ai rencontré, dernièrement une médium, enfin très exactement, un écrivain médiumnique. Enfin, oui, elle est écrivain et elle écrit les canalisations qu'elle reçoit. C'est tout. Elle a pas de contact direct. Elle vous voit, elle va pas savoir. C'est pour ça que ça ce qu'elle reçoit, pour elle sont des choses, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, quoi, en fait, hein? Mais en attendant, aujourd'hui, elle a compris quand même, hein, mais elle reçoit des canalisations de différents mondes. J'ai bien dit de différents mondes.
Ça passe à travers elle. Et ça passe à travers elle et ce sont des mondes différents. Il y a l'au-delà, mais il y a plusieurs au-delà. Il y a les hautes sphères où se trouvent Jésus, Marie et beaucoup d'archanges. Donc, enfin tout ça, c'est un monde que je suis en train de découvrir avec elle. Merci à elle. Merci là-haut, hein, parce qu'il se charge de me briefer là. Une dernière petite question pour partir sur un plan plus spirituel, parce que vous allez là-dedans. Lorsque je vous ai contacté, vous m'avez dit, avant l'accident, je n'étais pas, après, j'étais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là? Avant l'accident, je n'étais pas, après l'accident, j'étais. C'est peut-être pas exactement ce que je disais, c'est-à-dire que quand je dis: «Je n'étais pas où j'étais», je n'étais pas une personne. Je n'avais pas de soi et ça, c'est pendant cette période de 5 ans. Mais on peut aussi l'interpréter aussi: «Avant, je n'étais pas et maintenant, je suis aussi». Parce qu'en fait, avant, j'étais tout simplement un être humain avec 2 jambes, une tête, 2 bras, qui avançait comme on lui avait appris à le faire. Bien sûr que je réfléchissais, bien sûr que je n'étais pas d'accord avec tout, bien évidemment. Mais néanmoins, je suivais ce que l'on appelle la matrice, c'est-à-dire la formation dans laquelle je me trouvais. Aujourd'hui, et plus j'avance et plus ça s'ouvre, je dirais que plus ça va et moins j'en sais, quelque part. Je suis ignorante, en fait. Je n'ai pas de connaissances et pourtant Dieu sait si j'en apprends. Mais j'ai la sensation que plus j'en apprends et moins j'en connais. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. On rentre vraiment dans ce que j'appelle l'infini, en fait, hein. C'est pas ce que j'appelle, c'est ce qui est infini, c'est-à-dire c'est incessant, incessant. Donc aujourd'hui, je vais dire je suis parce que j'ai davantage de soi. Le soi est existant. Avant, le soi n'était pas existant, ou du moins je n'en avais pas conscience. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certaines philosophies spirituelles, bouddhistes et j'en passe. Voilà, sur cette conscience de l'être, de l'infini. Voilà, et c'est vrai que c'est des termes hein, qu'on essaye, que l'humain essaye de mettre pour expliquer ce qui est finalement inexplicable. Et même prendre conscience, c'est quelque chose de très puissant, c'est-à-dire que chaque mot a une force en soi. Et quand on arrive à comprendre ça déjà, quand on arrive à saisir ça, eh ben là, on a gagné, là, en fait. Quand on connaît la force du mot et du terme. C'est pour ça qu'on dit que la pensée est créative. Et je peux dire que je l'ai expérimenté pendant ces, ces 5 ans. La pensée est créative. Hein. Je vais aller voir l'effet que ça fait d'aller sous les roues d'un camion. Bah, je me suis mise en route. Hein. Donc, et les mots ont des sens, quoi, en fait. Ils sont puissants. Ils sont puissants. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Christine, de ce bel échange et de voilà. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose pour conclure? Mon rêve, c'est que l'humanité s'éveille de plus en plus et recouvre ou découvre la spiritualité qui est fondamentale. Parce que sans spiritualité, il n'y a pas de guérison. Quand je parle de guérison, c'est la guérison du corps, c'est la guérison du cœur, c'est la guérison de l'âme. On va au-delà, hein, mais c'est fondamental. Et il faut se tourner vers la spiritualité et ce n'est pas ringard, hein, pas du tout, et pas du tout. C'est même fondamental. C'est les fondements même. Et ce n'est pas une question de religion, hein, quand je parle de spiritualité. Merci beaucoup. Mais merci à vous.
C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker pour me soutenir. Et surtout, c'est le plus important. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une telle expérience, partagez-lui cet épisode. Cela peut peut-être profondément l'aider. Une liste de professionnels de santé formés pour accompagner ces phénomènes est disponible sur le site audreygraindamour.org. Retrouvez-nous le 1er et le 15 de chaque mois sur toutes les plateformes. À bientôt!